Alors, tous les autotrophes aquatiques possèdent, comme tous les organismes, des surfaces d'échange avec le milieu extérieur. Dans le cas de la majorité des autotrophes aquatiques, c'est tout simplement la totalité de la surface de l'organisme qui fait un échange avec le milieu. Donc par exemple, si on prend le cas de l'ulve, la lumière traverse l'eau et est absorbée par toute la surface, et puis de même pour le CO2 dissous, pour les ions et pour l'élimination d'O2. C'est tout à fait logique puisque toutes les cellules sont tout à fait identiques. Il n'y a pas de cellules spécialisées dans la captation d'un élément plutôt qu'un autre, donc toutes les cellules, par leur surface, absorbent l'ensemble des éléments indispensables à la photosynthèse et rejettent de l'oxygène. Donc là, on a vraiment un système très très simple d'échange par toute la surface, d'où l'intérêt de l'étalement par la croissance diffuse de cet appareil végétatif dans le milieu. Et puis c'est la même chose pour les autres algues qui peuvent échanger avec toute leur surface. Ici, c'est le système de ramification qui étale l'organisme dans ce milieu. Donc le milieu aquatique est particulièrement favorable puisqu'il n'y a pas de système spécialisé. Les échanges se font directement avec le milieu par l'ensemble des cellules présentes à la surface. Ces échanges, on n'a pas à connaître toutes les modalités, mais n'oublions pas quand même que nous sommes censés connaître les modalités du transport des ions HCO3- et de savoir que chez les algues, c'est une accumulation active des ions HCO3- par un transporteur qui est la première étape permettant à la fin d'accumuler les ions HCO3- au cœur du pyrénoïde. Donc c'est l'entrée déjà qui se fait de façon active. Les cyanobactéries, comme toutes les autres, elles échangent directement avec le milieu, mais elles échangent aussi avec l'air. Ce sont des organismes pluricellulaires planctoniques qui échangent directement avec l'air, donc notamment en ce qui concerne le diazote. Pourquoi c'est particulièrement important? C'est parce que quand on s'intéresse aux écosystèmes marins, notamment en haute mer, il n'y a quasiment pas de nitrates dans l'eau de mer. Parce que les nitrates proviennent du continent, du lessivage des sols par les eaux de pluie continentales, et ensuite le diazote, les nitrates justement, sont emportés par les courants marins, mais ils sont extrêmement dilués, et ce qui fait qu'en haute mer, il n'y en a quasiment pas. Donc en haute mer, on ne verra pas d'algues caryotes qui fonctionnent à partir des nitrates. Par contre, on voit énormément de cyanobactéries. Le phytoplancton est en fait du cyanoplancton. Il est constitué de cyanobactéries parce que les cyanobactéries n'utilisent pas le nitrate de l'eau, mais le diazote de l'air. Et donc là, les échanges avec le milieu sont particulièrement importants. Ce sont des échanges avec l'air et c'est ce qui permet à l'azote de rentrer dans l'écosystème en partant de l'atmosphère. Et il n'y aurait pas de biomasse en haute mer s'il n'y avait pas les cyanobactéries qui sont le point d'entrée de l'azote dans cet écosystème. Mais il y a aussi des sorties vers l'air et les cyanobactéries ont changé la composition de l'atmosphère. Donc les arguments pour fournir cela, ce sont les arguments pétrologiques en regardant les roches qui ont 3,5 milliards d'années. On va disposer de deux types de roches, des roches qui présentent du fer oxydé à partir de 3,5 milliards d'années, donc des roches rouges, et non du fer réduit, qui a la couleur verte caractéristique. Ça, c'est le premier argument pour dire que l'atmosphère est devenue oxydante à partir de 3,5 milliards d'années, puisqu'on trouve de plus en plus de fer oxydé, et puis au bout d'un moment, on n'a quasiment que du fer oxydé dans les roches sédimentaires. Donc c'est-à-dire que l'atmosphère est oxydante. Or, on trouve à partir de ce moment-là cette roche particulière qu'on appelle une stromatolite et qui existe toujours à l'heure actuelle en Australie. De quoi est constituée cette roche? Alors quand on regarde comment elle se forme à l'heure actuelle, il y a à sa surface, vous le voyez ici en orange, ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, ce sont des cyanobactéries qui sécrètent des polysaccharides, ces polysaccharides qui collent entre eux, et les cyanobactéries se développent dans cet amas un petit peu visqueux. Et il y a aussi des dépôts de carbonate à l'intérieur de ce biofilm.
Quand les dépôts de carbonate sont très importants, la surface du biofilm devient complètement opaque, les cyanobactéries meurent et elles se développent sur un nouveau biofilm au-dessus du premier. D'où cet aspect d'empilement de couches et des couches qui suivent systématiquement la forme de la première, et c'est l'aspect typique qui nous fait reconnaître des stromatolites. Donc en trouvant une stromatolite fossile, par analogie avec les stromatolites actuelles, on propose que les stromatolites fossiles qu'on voit apparaître à partir de 3,5 milliards d'années sont des lieux de développement des cyanobactéries. Comme on sait que les cyanobactéries produisent de l'oxygène et que, puisqu'elles font des échanges avec l'air, l'oxygène peut dégazer dans l'air, eh bien, il y a une possibilité pour que ces cyanobactéries soient responsables de l'oxydation de l'atmosphère et donc à la fin de l'oxydation du fer. Donc là, on voit que les échanges de cyanobactéries avec leur environnement est particulièrement important puisqu'il rend l'atmosphère oxydante, permettant du coup à des organismes de fonctionner via la respiration aérobie. Alors en plus d'échanges avec le milieu extérieur, il y a des échanges internes, mais elles sont facultatives pour ces autotrophes aquatiques, parce que justement ces autotrophes aquatiques peuvent faire des échanges avec toute leur surface, peuvent faire des échanges directs avec le milieu, ce qui fait que la nécessité d'échanges internes est beaucoup moins marquée. Et justement, chez la plupart des autotrophes, il n'y a pas de structure spécialisée dans les échanges internes. Par exemple, si vous prenez l'ulve, il n'y a aucun système d'échange interne, chaque cellule échange directement avec le milieu. Eh bien, ne pensez pas qu'il en soit de même chez les cyanobactéries. N'ayez pas de préjugés, une bactérie devrait toujours être primitive. Non, non, pas du tout. Il y a des échanges entre cellules à l'intérieur des cyanobactéries. Ce sont ce qu'on appelle ici des microplasmodesmes. Donc si on était précis dans le titre, là, il faudrait dire micro. Il y a des microplasmodesmes entre les cellules, alors entre deux cellules autotrophes, mais aussi entre une cellule chlorophyllienne et un hétérocyste, ce qui permet à cette cellule autotrophe pour le carbone de faire des échanges avec celle-ci qui est autotrophe pour l'azote, et que l'ensemble de l'organisme, c'est bien un organisme puisque les cellules sont connectées, l'ensemble de cet organisme soit à la fois autotrophe pour le carbone et pour l'azote. Et ici, les échanges se font par diffusion à travers les plasmodesmes, puisque le cytoplasme se continue d'une cellule en cellule par ces microplasmodesmes, comme à travers les macroplasmodesmes des angiospermes. Les algues brunes ont une pseudonervure qui facilite aussi la conduction des sucres. Alors ce n'est pas une structure entièrement spécialisée dans la conduction des sucres, hein. Ces cellules ont un fonctionnement légèrement autotrophe aussi comme toutes les autres, mais si on fournit du carbone radioactif à une algue brune, bien sûr, aussitôt ça se transforme en assimilats photosynthétiques, qui sont ici des glucides, et quand on suit la circulation des glucides, ils peuvent circuler à travers le cortex, parce que là aussi il y a des plasmodesmes entre ces différentes cellules, donc il y a une petite diffusion possible, mais ça va beaucoup plus vite à travers la pseudonervure. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça facilite, hein, c'est pas entièrement spécialisé, mais ça facilite la conduction des sucres, parce que ce ne sont pas des cellules prismatiques, mais ce sont des cellules allongées. Donc la diffusion à l'intérieur de la cellule est facile, et ce qui limite la vitesse de diffusion, c'est quand on passe d'une cellule à l'autre. Donc comme on a ici plein de petites cellules, il y a beaucoup de passages d'une cellule à l'autre sur une dizaine de micromètres, alors que là, au contraire, il y aura simplement le contenu cellulaire et donc la diffusion facile à travers ce contenu cellulaire. Donc les cellules en trompette facilitent les échanges internes entre eux, par exemple, une partie de l'algue qui est au soleil et une partie qui est à l'obscurité. Donc ce qu'il faut retenir sur ces autotrophes qui sont autres que des angiospermes, ces autotrophes pluricellulaires, c'est que la plupart des autotrophes pluricellulaires font la photosynthèse, même si en milieu aérien, il ne faudra pas oublier nitrobactères dans le sol. Tous ces autotrophes photosynthétiques ont tous des thylakoïdes, qu'ils soient prokaryotes ou qu'ils soient eucaryotes, et ils ont tous de la chlorophylla, qu'ils soient prokaryotes ou qu'ils soient eucaryotes. Donc tout organisme photosynthétique a des thylakoïdes et de la chlorophylla.
Et puis pour qu'il ne soit pas autotrophe que pour le carbone, mais qu'il soit aussi autotrophe pour l'azote, il a des enzymes de réduction de l'azote minéral, mais elles sont différentes selon qu'on est chez les bactéries, ou c'est la nitrogénase, ou un système un petit peu différent pour les eucaryotes. Alors bien que tous les chloroplastes aient des thylakoïdes et de la chlorophylle, on a vu qu'ils sont des morphologies un petit peu différentes, qui seront le résultat de l'évolution, donc nous reverrons ça dans le cours évolution, ce qui permet de modifier notamment les longueurs d'onde, parce que l'équipement pigmentaire est différent. Donc les différents types de chloroplastes absorbent différentes longueurs d'onde et induisent des positionnements des algues dans l'écosystème, notamment en fonction de la profondeur. Toutes les algues, quand il y a peu de CO2, développent un pyrénoïde. Donc le pyrénoïde est présent s'il y a de la lumière et s'il y a peu de CO2. Si on enrichit le milieu en CO2 ou si on met les algues à l'obscurité, le pyrénoïde disparaît. Parce que ce pyrénoïde, c'est tout simplement un amas de rubisco et d'amidon autour d'un thylakoïde, mais un thylakoïde qui a préalablement accumulé des ions HCO3- grâce à plusieurs transporteurs actifs, et grâce à l'anhydrase carbonique, ces ions HCO3- sont retransformés en CO2, donc la rubisco fonctionne en activité carboxylase et non en activité oxygénase, ce qui limite la photorespiration. L'oxygène est un problème aussi bien pour la rubisco que pour la nitrogénase des cyanobactéries. Et là, on voit une solution similaire chez les plantes en C4 et chez les cyanobactéries, où on a deux types cellulaires. Donc chez les plantes en C4, on a les cellules de la gaine et les cellules du mésophile, et seules les cellules du mésophile produisent de l'oxygène. Et chez les prokaryotes, on a des hétérocystes et des cellules chlorophylliennes, et seules les cellules chlorophylliennes produisent de l'oxygène. Donc là, c'est la même solution. L'enzyme qui est inhibée par l'oxygène est placée dans une cellule qui ne produit pas d'oxygène. Mais dans un cas, c'est de l'autotrophie pour le carbone, dans l'autre cas, c'est de l'autotrophie pour l'azote. Et puis, c'est un eucaryote d'une part, c'est un prokaryote d'autre part. En milieu aquatique, les échanges sont simples, sont faciles, se font par toute la surface de l'organisme. Donc ça, c'est une opposition à faire avec le milieu aérien. Et le fait que dans le milieu aérien, il y a une spécialisation chez les embryophytes, avec une racine spécialisée dans l'absorption de l'eau et des ions, et une feuille, ou une fronde, si on est chez une fougère, spécialisée dans l'absorption de la lumière et du CO2. Donc là, il n'y a pas d'organes spécialisés, ça se fait par toute la surface parce qu'on est en milieu aquatique. Et il y a aussi des échanges avec l'air pour les cyanobactéries, échanges d'azote, mais aussi échanges d'oxygène, ce qui a une double conséquence. Les échanges d'azote permettent de faire entrer de l'azote dans l'écosystème aquatique, et les échanges avec l'air libèrent de l'oxygène à partir de l'eau, et ça a un effet sur la composition de l'atmosphère. Les échanges avec le milieu ne sont pas toujours passifs, puisqu'on a vu qu'il y a des transports actifs d'ions HCO3-. Et puis on a vu au passage aussi qu'il y avait une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique, qui est une enzyme qu'on connaît déjà chez les hématies. Et donc là, on voit qu'une même enzyme, qui est présente chez l'ancêtre des eucaryotes, et qui fonctionne en catalysant toujours la même réaction, la combinaison du CO2 avec de l'eau pour former des ions HCO3- et du H+, cette même enzyme qui catalyse cette même réaction a des fonctions radicalement différentes. Elle permet de diminuer la photorespiration chez les algues et elle permet de transporter du CO2 dans le sang des mammifères. Donc c'est la même enzyme, c'est la même réaction, mais on est dans des fonctions complètement différentes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a fini la séance du jeudi 10 décembre et je vous retrouve pour la séance de demain. Au revoir.